Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 21 mars. Emmanuel Macron a donc choisi les JT de TF1 et France 2 ce mercredi à 13h pour défendre sa réforme des retraites et tirer les leçons d'une crise politique qui a failli emporter sa première ministre hier avec une motion de censure rejetée à 9 voix près à l'Assemblée. Que peut faire le président? Va-t-il céder à la violence grandissante? Comment redonner du sens à son second quinquennat? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat volontairement décalé, vous le savez, de l'actu du jour, c'est un zoom sur le service national universel que je vous propose. Le ministre de l'Éducation nationale voudrait progressivement le rendre obligatoire. Est-ce réaliste? Le général Philippe de Villiers a des doutes. 15 jours, ça sert à rien. Vous le savez, c'est pendant des mois qu'il faut vivre ensemble, voir cette difficulté, apprendre à se connaître, les points forts, les points faibles, les qualités, les défauts, etc. Nostalgie du service militaire ou levier indispensable de promotion des valeurs républicaines. On en débat tout à l'heure du service national universel. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le jour d'après la motion de censure au gouvernement, dans la majorité présidentielle, chez les LR, les fractures, les blessures mettront du temps à cicatriser. Jérôme Rabier. Au lendemain d'une censure évitée à 9 voix près, on serre les rangs du côté de l'exécutif. Ce matin, Emmanuel Macron a réuni les ténors de la majorité à l'Élysée avec un message: pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum. Le chef de l'État a tout de même demandé à ses troupes de réfléchir à une nouvelle façon de gouverner dans les prochains mois. La première ministre a enchaîné avec une tournée des groupes de la majorité relative à l'Assemblée, Renaissance, Modem et Horizon, pour faire le point après le texte retraite adopté. Elisabeth Borne a ensuite tenu à Matignon une réunion en présence de tout le gouvernement. Donc je voulais qu'on puisse se réunir aujourd'hui au lendemain d'une journée particulière, on va dire, avec le rejet des 2 motions de censure. Je voulais tout d'abord vous remercier chacun pour votre engagement. Pas question pour elle de démissionner. Et après avoir fait la tournée de ses soutiens, la Première ministre a dû se confronter aux oppositions à l'Assemblée, où elle a été assaillie de questions la pressant de retirer son texte ou de démissionner. Mais droite dans ses bottes, la Première ministre a défendu un texte fruit du débat parlementaire. Le texte sur lequel j'ai engagé ma responsabilité est celui d'un compromis parlementaire. Cette réforme, Monsieur le Président Pancher, est nécessaire pour assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. Et nous avons travaillé avec des parlementaires sur tous les bancs à la rendre plus juste. Si Elisabeth Borne est en première ligne, nombre de députés ont ciblé Emmanuel Macron face à une situation politique sans majorité et des manifestations qui se poursuivent dans tout le pays. Le président de la République va rompre le silence et s'exprimer demain à 13h devant les Français, dans l'espoir d'apaiser une situation politique et sociale pour le moins agitée. Je vous présente tout de suite mes invités. Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au Point, auteur de La tyrannie de la médiocrité qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, délégué général de Harris Interactive. Fabien Escalona, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, auteur de Une République à bout de souffle qui vient de paraître. C'est aux éditions du Seuil. Vous êtes journaliste à Mediapart et docteur en sciences politiques. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Bienvenue à vous aussi. On va évidemment parler longuement de ce qu'on peut attendre de la prise de parole du président de la République demain à 13h. Mais d'abord, je voudrais quand même revenir sur les leçons de cette motion de censure votée par 278 députés. Sophie Coignard, l'expression que j'ai le plus entendue depuis hier, c'est le vent du boulet. Je pense qu'on l'a tous employé au moins une fois dans nos discussions. Elisabeth Borne, forcément, elle est quoi? Encore plus fragilisée? On ne peut dire que ça ce soir? Alors oui, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut distinguer l'institutionnel du politique. Oui. Parce que institutionnellement, elle est renforcée. Enfin, c'est juste une question, j'allais dire, elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Oui. Et bon, c'est 9 petites voix, comme ça a été beaucoup dit aussi. Mais voilà, elle est confortée, elle n'a pas été renversée. Donc institutionnellement,
elle est droit dans ses bottes, si j'ose dire. Maintenant, évidemment, politiquement, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que c'est quand même, pour employer une autre image que le vent du boulet, c'est la double lame de rasoir. C'est-à-dire que vous avez quand même le jeudi le 49.3 qui déclenche tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a vu. Et puis le lundi, cette énorme surprise. C'est-à-dire, encore une fois, à 9 voix près, personne ne s'y attendait, ni au sein de l'exécutif, ni au sein de la majorité relative, et j'allais ajouter... Ni même au sein des LR. Vous me l'ôtez de la bouche. Oui, on va forcément consacrer un chapitre de ce premier débat au LR. Jean-Daniel Lévy, justement, 19 députés LR qui votent la censure. Si on inverse, c'est la preuve que la loi n'aurait jamais eu la majorité. C'est-à-dire, on comprend a posteriori pourquoi il y a eu l'usage du 49.3. Est-ce que vous dites ça ? En tout cas, si on regarde en fait les comptes qui étaient faits de la part de l'Élysée, de la part de Matignon jeudi dernier, en fait, c'est-à-dire juste avant le fait de décider de procéder au 49.3, ils estimaient qu'entre 2 et 5 voix, ça ne passait pas. Bon, alors après, on ne saura jamais exactement parce qu'on n'aura jamais les résultats réels du vote. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement l'enseignement principal. Vous avez quasiment un tiers des députés LR qui ne se sont pas abstenus, mais qui ont voté la motion de censure. Donc c'est un signe politique extrêmement fort. Et c'est un signe politique d'autant plus fort que l'objectif stratégique de la part du gouvernement, on le voyait depuis quelques semaines, c'était quand même de s'adresser à ces 61 députés républicains, à travers les messages, à travers les orientations et à travers la CMP, dont maintenant tout le monde connaît parfaitement l'existence. Commission mixte paritaire. Absolument, qui vise à faire en sorte de faire, entre guillemets, la synthèse entre ce qui a pu être établi au Sénat et à l'Assemblée nationale, que les différentes évolutions qui ont pu être procédées étaient clairement des messages non seulement à l'égard des LR, mais à l'égard des LR récalcitrants. Et que pour autant, ça n'a pas suffi. Et donc, on a non seulement aujourd'hui en fait, une situation qui est inconfortable pour le gouvernement, mais surtout lorsqu'il se projette vers demain ou vers après-demain, une difficulté à pouvoir se dire qu'ils vont réussir à élargir leur majorité à gauche, ça c'est quasiment évident, mais également à droite, même pour des textes assez emblématiques, et peut-être que le prochain qui arrive, qui est un texte immigration, qui là aussi, entre guillemets, est fléché pour s'adresser à l'électorat LR et également aux députés LR, a une potentialité, ne serait-ce que même que de présentation devant le Parlement qui aujourd'hui apparaît comme étant limitée. Ouais. Alors effectivement, si on s'en tient aux institutions, la loi elle peut désormais entrer en vigueur. Fabien Escalona, tout s'est fait dans le respect de la Constitution, même si on peut critiquer l'usage de différents articles pour, je reprends l'expression, un passage en force. Et pourtant, finalement, dans cette séquence, est-ce que vous y voyez un nouveau symptôme de ce que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire finalement d'une 5e République qui est à bout de souffle? Oui, j'y vois un nouveau symptôme. Alors moi, c'est cette crise de régime. J'ai hésité à employer le terme. Je dis pas que la survie du régime est en jeu, mais je parle d'une crise rampante de légitimation. Moi, j'ai écrit le bouquin à l'automne, aux vacances de la Toussaint, et je pouvais pas anticiper tout ce qui s'est produit ici. Et je crois que ça illustre complètement cette difficulté en fait à légitimer une décision. Et ça nous a rappelé, d'ailleurs, je réagis aussi aux propos précédents, que ce gouvernement on parle souvent de majorité relative, mais dans toutes les démocraties parlementaires, on parle de gouvernement minoritaire quand un gouvernement gouverne de cette façon. Et cette motion de censure, les résultats, on nous ont rappelé que c'était un gouvernement minoritaire et donc qu'il était vulnérable. Alors après, on dira oui, mais regardez. Enfin, on n'a pas la culture des coalitions, surtout. Si on se compare à d'autres pays. Voilà, c'est ça. Alors après, la Macronie se défend en disant mais LR, vous regardez, ils sont pas fiables. On peut retourner l'accusation en disant que la Macronie n'a pas su non plus construire ses compromis. Mais je pense que si le boulet est passé si près, c'est aussi parce que les députés votent en fonction d'un contexte. Il y en a eu d'autres, des motions de censure qui ont été rejetées bien plus largement. Et donc l'enjeu là, c'est qu'on a cette réforme avec ce mouvement social massif et inédit, quasiment historiquement. Il faut remonter très loin pour trouver des précédents aussi impressionnants. Et donc ça montre là une forme d'impasse institutionnelle et ce sentiment de gâchis, de désillusion, je crois dont je tourne autour dans le bouquin et qui trouve là une sorte d'apothéose presque. Ouais. Est-ce que pour autant, vous parlez les uns les autres de crise de régime? Je commence avec vous, Jean-Daniel Lévy.
Il y a une crise politique. On n'est pas encore dans une crise de régime. Crise de régime, ça voudrait dire en fait qu'aujourd'hui, le gouvernement est en incapacité complète de pouvoir agir. On aurait eu... Oui, mais vous venez de nous dire que peut-être que le texte sur l'immigration ne sera même pas présenté. Ça sera très compliqué. Ouais. Mais ça aurait été une crise de régime si hier il y avait eu plus de 287 députés qui avaient voté la motion de censure. Là, pour le coup, ça aurait été clairement une crise de régime. Et quand on regarde par le passé, il y a eu des motions de censure qui ont obtenu encore plus de voix que celles qui ont été obtenues hier. Et si je ne me trompe pas, au moment du gouvernement Bérégovoy, donc ça date un petit peu, il y avait eu 3 voix. Il y avait 3 voix près, ça n'était pas passé. À l'époque, les communistes s'étaient alliés à la droite, ce qui, là, pour le coup, apparaissait comme étant une forme de surprise. Ce que nous, on trouve très intéressant, c'est qu'on a, en une semaine de temps, changé complètement de nature de débat. Il y a une semaine, on parlait que de la retraite à 64 ans. Et que c'était vraiment l'enjeu central. Et que là, la question de fond, elle est remisée en 2e ou en 3e position et on est beaucoup plus sur la question de forme. Ouais, sur la méthode de gouvernement, la méthode politique. Sur ce qu'on appelle parfois, oui, c'est ça, la méthode politique, la gouvernance et la capacité à pouvoir nouer des alliances. Et même quand vous regardez les mobilisations sociales qui s'opèrent depuis jeudi soir, qui sont des mobilisations sporadiques, qui sont des mobilisations d'une partie de la jeunesse, qui sont des mobilisations pour partie très peu encadrées par les organisations syndicales, on parle de quoi ? On parle du 49-3. On parle en fait d'une critique à l'égard de la démocratie ou du fonctionnement de la démocratie et on a complètement remisé les interrogations et le fond qui avait amené aujourd'hui cette contestation sociale. Je reviens vers vous dans un instant, Fabien Escalona, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une sous-estimation ? Peut-être qu'il n'y avait pas le choix, on a bien compris qu'après les décomptes, elle ne passait pas la réforme. Mais est-ce qu'il y a eu une sous-estimation, Sophie Coignard, de l'effet de ce 49-3 sur l'opinion, sur une partie des Français ? C'est compliqué à dire parce qu'il y a... de toute façon, il n'y avait pas d'issue. Ce que je veux dire, c'est que... Il n'y avait pas de bonne solution. Il n'y avait pas de bonne solution. Quand vous êtes face à des solutions qui vous sont toutes défavorables, vous essayez de choisir la moins mauvaise. Autrement dit, le retrait, c'est pas la peine que je vous fasse de longs discours, mais vous voyez bien que Emmanuel Macron s'est tellement accroché à l'idée que cette réforme était la pierre angulaire de son second quinquennat que, c'est un lieu commun de le dire, mais effectivement, s'il le retire, c'est la fin de son quinquennat, c'est un peu beaucoup dire, mais ça serait très compliqué par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre hypothèse ? Aller au vote ou utiliser le 49.3. Donc, c'est ce que les pilotes de langue anglo-saxonne appellent du damage control, c'est-à-dire qu'à la base, c'était quand même ce qu'il y avait de moins risqué. Ouais. Mais c'est un peu, comment dirais-je, une minimisation des risques immédiats. C'est une préférence pour le présent, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils ont minimisé les risques immédiats. Le président a minimisé les risques immédiats mon sentiment profond, en se disant qu'il allait quand même, qu'il trouverait bien un truc pour s'en sortir. Et ça, c'est la lecture du passé qui nous apprend ça. C'est-à-dire, les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat national. Voilà. Alors, et ça nous amène, pardon de vous interrompre, mais ça nous amène effectivement à la prise de parole du président. Demain, on va y venir tout de suite avec vous. Émilie, un mot, vous vouliez intervenir ? Non, juste pour rebondir sur l'idée que le débat a changé de nature, je voulais juste rappeler que ça avait été aussi le cas sur des mouvements sociaux qui ont surpris à l'époque. Il y a eu Nuit debout sous François Hollande, les Gilets jaunes sous Emmanuel Macron, le premier quinquennat. À chaque fois, on a une mesure sociale ou fiscale, comme dans le cas des Gilets jaunes, et très vite, les revendications se transforment. Nuit debout, il y avait ces grandes assemblées, on remettait en cause tout le régime. Les Gilets jaunes, c'était cette fameuse revendication du référendum d'initiative populaire. Et puis là, en ce moment, voilà, la remise en cause des outils autoritaires de la 5e qui apparaissent de plus en plus archaïques par rapport à ce que la société recèle comme attente d'écoute et de participation. Ouais. Donc, d'après les dernières informations, on va parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Il ne souhaiterait ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. On l'a vu dans le sujet de Jérôme Rabier. En revanche, il parle bien, ça on en est sûr, demain, 13h, au JT TF1 France 2. Ça y est, c'est lancé. Le président daigne enfin s'adresser aux Français, puisque jusqu'à maintenant, la mobilisation sociale qui s'est musclée ces derniers jours avec le 49.3 n'avait pas eu d'écho du côté de l'Élysée, qui était plutôt occupé à négocier avec les Républicains pour s'assurer de leur vote. Et l'exercice n'a pas été très réussi
aussi, semble-t-il. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron choisit ce rendez-vous en pleine crise sociale. Il avait utilisé notamment ce créneau en avril 2018, pendant les grèves contre la réforme de la SNCF, juste quelques mois avant l'apparition des Gilets jaunes. J'y vois pas de lien. Le choix n'est pas anodin, c'est un moyen de toucher une cible particulière, c'est la France des retraités, il a peut-être besoin de les rassurer, la France rurale aussi, qui rentre déjeuner chez elle le midi, et peut-être aussi cette population qui est moins sensible aux mobilisations sociales actuelles. On sent aussi l'idée de toucher la France des territoires, de parler à cette France périphérique représentée dans les rangs des Gilets jaunes, qui est réapparue ça et là dans les manifestations de ces dernières semaines. Je parle notamment des manifestations qui avaient lieu dans les petites villes et les villes moyennes. Ce sera quoi le format ? Alors, 15 à 20 minutes, et c'est un entretien avec les deux journalistes vedettes de TF1 et de France 2, donc pas de discours officiel circulé, il n'y a rien a priori à annoncer. Au-delà de la forme, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rendez-vous ? Alors, a priori, donc pas d'annonce sur un éventuel retrait de la réforme, ni même une suspension, puisque le texte a été adopté par le Parlement, même s'il n'est pas voté, la motion de censure retoquée. Alors, s'il n'y a pas de changement, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Quel intérêt à parler ? Alors, peut-être le président nous offrira une énième séquence du changement de méthode nécessaire, c'est un petit peu ce qu'on entend, une rhétorique qu'il a maintes fois utilisée durant son précédent quinquennat et qu'il a encore martelé d'ailleurs lors de ses vœux en début 2023, mais qu'il n'a jamais vraiment réussi à appliquer. Ou alors est-ce qu'il ira piocher dans les réformes programmées, celles qui sont à venir, histoire de se projeter vers des jours meilleurs, des jours heureux. Au hasard, la réforme des institutions, peut-être, pour répondre à cette demande d'une meilleure démocratie dont on parlait. Macron a d'ailleurs commencé les concertations sur le sujet. Mais c'est une porte de sortie un peu maigre, parce que l'urgence, et on l'a dit plusieurs fois, elle est là, avec le chaos chaque soir dans la rue depuis jeudi dernier, jour du 49.3. Et puis, ça sera peut-être difficile aussi d'entendre parler de démocratie un président qui n'a eu de cesse de mépriser les courroies de transmission pourtant essentielles que sont les syndicats, les élus et même les parlementaires. Allez, on va vous entendre les uns et les autres. Merci, Émilie, d'avoir ouvert le débat sur ce chapitre Macron. Première question, tiens, Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'elle est attendue ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une prise de parole présidentielle attendue par les Français ? Est-ce que c'était exprimé dans certaines enquêtes d'opinion depuis... Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est intéressant. Ça a été un vrai débat médiatique, ça a été un vrai message qui a été porté de la part de responsables politiques pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, pas du tout. Et on peut d'ailleurs se rappeler que lors de ces 2 dernières interventions télévisuelles, il a été 2 fois à 20h sur France 2, si je ne me trompe pas, il n'avait pas forcément fait un pic d'audience. C'est une forme d'euphémisme de dire les choses de cette manière-là. Et même dans le cadre de sa 2e intervention, qui pour le coup ne parlait pas de politique internationale, mais parlait de politique nationale, il avait même perdu 1 million de téléspectateurs entre la première et la 2e intervention. Oui, c'était un nouveau format, mais c'est ça. Mais parfois on par la rédaction. Pouvait s'attendre que ce soit quand même malgré tout, parce que le président parlait, parce qu'en fait il y avait des enjeux en matière de pouvoir d'achat, des enjeux à l'égard de l'Ukraine, etc., que ça soit attendu, ça n'a pas vraiment été le cas. Là, on est quand même face à une situation où les Français se disent globalement, le président de la République ne changera pas et ne bougera pas. Ils ont intériorisé le fait qu'il ne pouvait rien annoncer, grosso modo. A priori, oui, parce qu'en fait, il y a une forme. En fait, quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion qu'on a notamment, nous, été amenés à produire, qu'on voyait bien qu'il y avait un soutien massif de l'opinion, qui n'a quasiment pas varié depuis janvier dernier, et dans un même élan, la perception ou l'anticipation que le gouvernement, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, serait amené à faire adopter la loi, que ce soit avec le 49.3 ou avec un vote au sein du Parlement. Qui plus est, en termes de traits d'image aujourd'hui, il y a quand même des traits d'image du président de la République qui se sont quelque peu abîmés. Et notamment, en fait, cette capacité à pouvoir être en empathie avec les Français, cette capacité à pouvoir être justement proche des gens, de comprendre les préoccupations de la part de nos compatriotes, ce sont déjà des qualificatifs qui n'existaient pas de manière massive préalablement et qui se sont dégradés au cours de la période récente. Alors peut-être que le format dont parlait Émilie tout à l'heure vise justement à patiner un petit peu ceci, mais que pour autant, les Français ne se disent pas vivement l'intervention d'Emmanuel Macron, et on n'est pas du tout dans ce regard-là en se disant que, et comme vous l'avez indiqué, d'ailleurs c'est quasiment que des propositions par la négative et pas par la positive qui sont indiquées, pas de référendum, pas de etc. Et donc en fait c'est pas en positif, en positif. Alors ça c'est intéressant, Sophie Cognard, c'est-à-dire qu'on nous prépare, parce que ça ne fuite pas par hasard, la petite phrase ni dissolution, etc. On nous prépare au fait qu'il n'y aura pas d'annonce en fait. C'est un peu ça ? En tout cas, qu'il n'y aura pas enfin, à ce stade, soyons prudents, qu'il n'y aura pas d'annonce. Non, mais qu'il n'y aura pas d'annonce classique. Alors, cela étant, toutes les PADE, effectivement, me semblent avoir été très en deçà
du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire de la même manière que... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez l'opinion de près, mais il me semble que de même que sa prise de parole n'est pas surattendue, personne ne dit Macron vite, eh bien, de la même manière, un remaniement... un changement de Premier ministre, bof, etc. Et le problème... Non, il y aurait la dissolution, mais la dissolution, c'est politiquement, c'est un suicide politique. Une balle dans le pied, voilà, c'est ça. Mais, alors, donc, le problème, me semble-t-il, de l'équation Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retrouve l'idée géniale qu'on n'attendait pas. Donc, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que demain, il va trouver quelque chose qui est capable de nous épater. Or, et j'en termine par là, il a déjà usé beaucoup de cordes, beaucoup de fils de sa ficelle. C'est-à-dire que le grand débat national, c'était une... Enfin, je veux dire, je ne parle pas dans un enthousiasme militant, mais c'était une super trouvaille en termes politiques. Oui, bon. ça a clairement calmé le jeu, ça lui a permis de reprendre la main, ça a donné des heures d'antenne faciles aux chaînes d'infos. C'était créatif et innovant. Il y avait plein de bénéficiaires secondaires de tout cela. Ensuite, il nous a fait le coup du changement de méthode. Ça y est, c'est fait. Il nous l'a c'est fait ou c'est pas fait. C'est fait. Dans la communication, c'est dit. C'est fait en parole. C'est usé. C'est terminé. Le Conseil national de la refondation, c'est encore très aimable de dire que ça a fait pchit. Et donc, par conséquent, sur le plan de l'écoute, du changement de méthode et tout... à mon avis, il a grillé toutes ses cartouches. Donc j'attends de voir si sa créativité va aller se poser ailleurs, mais on verra, l'idée géniale. Émilie, et ensuite je vous donne la parole. Réagissez en miroir de son pas de remaniement, pas de dissolution. Il n'y a quand même pas d'issue politique de l'autre côté non plus. Et c'est ce qu'ils ont beaucoup mis en avant hier, c'est-à-dire de dire finalement, il n'y a pas de débouché sur votre motion de censure. Déjà, elle est retoquée quand même si c'est à 9 voix. Et surtout, il n'y a pas d'entente possible dans ces oppositions politiques, ou en tout cas dans ce qu'on voit actuellement. C'est pas un attelage de gouvernement. C'est pas un attelage de gouvernement. Et juste pour revenir sur... En effet, il n'est peut-être pas attendu demain à 13h, mais il est très critiqué dans les manifestations. C'est-à-dire que c'est pas Elisabeth Borne. Finalement, elle ne joue pas le rôle de paratonnerre. C'est lui qui est visé sur la réforme des retraites et qui est très critiqué C'est très peu Elisabeth Borne. C'est lui qui revient. On a vu son effigie brûlée même très très violent, des images assez violentes. Donc c'est quand même lui personnellement qui est attaqué, même s'il n'est pas attendu. Alors, si on essaye de lister des idées possibles, Fabien Escal, on a une grande conférence sociale sur le sens et la valeur du travail, par exemple. Sauf que les syndicats, on n'y imagine pas venir dans la joie et la bonne humeur s'installer autour de la table. Ils n'en voudront pas. Laurent Berger l'a dit dans une grande interview à Libération. Il dit qu'il ne faudra pas compter sur nous pour faire comme si de rien n'était comme avant. Et bon, on ne peut pas leur en vouloir quand même. C'est-à-dire qu'ils ont eu une fin de non-recevoir. Non, mais la discussion qu'on a elle-même est un peu lunaire. Je veux dire, je surinvestis peut-être, c'est pas une critique contre vous, mais surinvestis peut-être un peu ce qu'on peut attendre de la démocratie française, mais on est en train de se dire, qu'est-ce que le président on est en plein dans la présidentialisation. C'est que même sa propre majorité, ils sont là, ils attendent, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Eux-mêmes, beaucoup voulaient aller au vote, ils l'ont dit dans la presse. Ils se font claquer la porte. Donc tout ça donne une image quand même assez terrible. Et les bonnes solutions, je crois pas qu'il y en ait, à part un Big Bang institutionnel, mais qui peut pas improviser comme ça en 2 jours. Et juste pour terminer là-dessus, je pense que rien ne sera à la hauteur quelque part, parce que en fait le cœur de cette réforme des retraites, et ça a été dit par Sophie Coignard, c'est que effectivement il en fait un cas important, parce que c'est le cœur de sa politique dont il n'a pas varié depuis 2017. Là, les réformes structurelles, l'adaptation de la France à la mondialisation néolibérale, etc., c'est le cœur qui ne bouge pas. Il y a des adaptations de temps en temps, il y a la pandémie, on s'ajuste à la conjoncture. Mais au fond, c'est ce qu'il protège, et c'est bien ça qui fait réagir très fort la société, parce qu'il va encore plus, il pousse le curseur un peu plus loin que les précédents gouvernements qui avaient déjà heurté parfois les préférences collectives des Français, et c'est ça qui bloque. Allez, un tout dernier mot là-dessus, parce qu'effectivement, on va pas passer tout le débat. Que peut nous dire Emmanuel Macron ? Mais quand même, la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Sauf que le quoi qu'il en coûte, ça fait déjà 3 ans qu'on y est. Donc, est-ce que ça peut être un axe, par exemple, ça, de communication Ça peut être un axe, si tant est qu'il considère qu'il a les marges de manœuvre. Voilà. Mais c'est un axe. Il ne faut pas oublier que cette réforme, elle est aussi faite pour envoyer un message d'orthodoxie budgétaire. Et une des raisons pour lesquelles, en fait, les Français n'étaient pas persuadés qu'il était absolument urgent de faire cette réforme,
Elle s'inscrit autour de 2 dimensions qui sont très claires. La première dimension, c'est que c'était la question de la dette et des déficits constituait la 18e motivation de vote de nos compatriotes. Donc c'est-à-dire 9e en fait au cours de la première élection d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien l'écart, notamment lié au quoi qu'il en coûte. Et puis le deuxième aspect, une forme de crédibilité politique initiale d'Emmanuel Macron qui était quelque peu abîmée. Et quand on regarde en fait les motivations de vote des électeurs à l'égard d'Emmanuel Macron, le programme politique d'Emmanuel Macron était, parmi les différents candidats, celui qui était le moins soutenu et en tout cas la moindre motivation de vote. Le seul pour lequel il y a une petite différence, c'est Jean Lassalle, pour montrer en fait la différence. Mais autrement, vous prenez tous les autres candidats à l'élection présidentielle, ils avaient tous un poids plus important de leur programme politique dans les motivations de vote de chacun des électeurs. Donc on a vraiment voté autour de la posture de chef d'État, autour de la capacité à pouvoir gérer le pays et faire en sorte que son gouvernement, globalement, tourne bien, si je peux utiliser cette expression-là, mais pas sur le fond politique. Donc ces 2 conditions-là n'étaient pas réunies pour lancer la réforme des retraites. L'autre grande inconnue, évidemment, de ces prochains jours, et on se projette là déjà sur la journée de jeudi, c'est la mobilisation populaire contre cette réforme. Je propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, qui la souhaite toujours plus forte. Il appelle maintenant à une censure populaire. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. Nous sommes appelés par les organisations syndicales à une mobilisation générale jeudi prochain. Entre-temps, il y a déjà des consignes de grève reconductibles qui s'appliquent. Je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement, en tout lieu, en toutes circonstances, et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte parce que cet objectif reste sur la table. 9 voix de différence ne suffisent pas à nous faire changer d'avis. 9 voix de différence dans une assemblée comme celle-ci ne suffisent pas à donner une consigne au pays. Voilà. Dans ces conditions, c'est par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir imposer la décision, parce que naturellement, ça ne sert strictement à rien de gémir au pied du prince pour lui demander de retirer la loi. Il faut que le peuple s'en mêle et c'est ce qu'il va faire. Voilà pour cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Sophie Coignard, alors dans les expressions qu'on entend beaucoup depuis 24 heures, il y avait le vent du boulet, et puis il y a aussi le spectre des gilets jaunes. Voilà, si on essaie de comparer ce qui est en train de se passer avec le mouvement des gilets jaunes, qu'est-ce que vous en dites ? Mais effectivement, enfin, on peut se livrer à l'examen des différences et des ressemblances. Une des grandes ressemblances, c'est effectivement l'aspect, j'allais dire, décentralisé, spontané des manifestations que l'on voit. Enfin, depuis jeudi soir, on est bien d'accord. Je trouve que ça c'est amplifié, mais qu'il y avait déjà, enfin on observe tous, moi je me souviens que la première fois que j'ai vu, la première manif, quand j'ai vu les décomptes du chiffre national et du chiffre à Paris, je me suis dit tiens, ils se sont trompés. Parce que c'était, enfin, le ratio entre Paris et la province était incroyablement bas. C'est-à-dire qu'il y avait, enfin, dans des villes dans des bourgs de 5000 habitants, vous avez des manifs. Oui, donc, mais dans le calme. C'est en ça que je dis qu'il y a une différence dans le mouvement de forme, peut-être depuis jeudi. Donc, il y avait déjà cette forme de spontanéité qui existait. J'entends. Maintenant, effectivement, on est passé à l'exaspération, aux violences, etc. Et on voit bien que là, on l'a vu encore cet après-midi aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il y a un jeu de la patate chaude qui a commencé hier soir d'ailleurs dans les réactions des oppositions, qui consiste à condamner les violences sans les condamner, c'est-à-dire à dire les violences c'est bien malheureux, mais vous vous rendez bien compte que c'est la faute du gouvernement et du président de la République, qu'il suffit qu'ils retirent leur texte et il n'y aura plus de violence. Et que de manière inverse, aujourd'hui, Elisabeth Borne, qui a beaucoup pris la parole lors de ses questions au gouvernement, sur des modes assez différents d'ailleurs, évidemment, a accusé les oppositions. Ah ben, tiens, je reprends la parole parce qu'on a cet extrait d'une des prises de parole de la Première ministre. Alors, elle s'adresse à la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot. Écoutez. Madame la présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences.
Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail. Leur comportement doit être exemplaire et ils le savent. Tout signalement est systématiquement examiné. Pour ma part, je veux leur rendre hommage. Ils nous protègent, ils protègent nos institutions et l'ordre républicain. Allez, débat dans le débat. Je commence avec vous, Sophie Coignard, parce que je vous ai interrompu. Est-ce que vous êtes en partie, tout partie, d'accord avec la Première ministre là-dessus, sur la part de responsabilité des LFI dans la violence dans les rues? Oui, je suis en partie d'accord, mais pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a quand même, comment dirais-je, des responsabilités relativement partagées dans cette, dans ces violences. Et d'ailleurs, on voit bien. Enfin, moi, j'ai été sidérée pour revenir sur ces questions au gouvernement. Il y a une question, je crois, de la présidente du groupe LV, donc les Verts, qui s'adresse à Elisabeth Borne pour dire, pour faire en gros une question sur les violences policières assez musclées. Et Elisabeth Borne ne répond pas sur les violences policières. Elle ne dit pas un mot. C'est-à-dire, elle ne dit même pas ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire, voilà, le dispositif est fait pour, etc., etc. Enfin, il y a 1000 choses à dire. Elisabeth Borne répond sur la légitimité de la réforme des retraites, etc., etc. Et j'ai été frappée par cet étrange dialogue, si j'ose dire, parce qu'effectivement, on voit bien que ce discours-là, de la part de la Première ministre, ne va pas arranger les choses. Alors maintenant, effectivement, est-ce que LFI est en partie responsable des violences policières? Oui, ça me paraît difficile de dire le contraire. Des violences policières, vous nous avez dit. Violences dans la rue. Des violences dans la rue, excusez-moi. Votre avis, Fabien Escalona? Non, je ne sais pas sur quelle base. Eux, ils se contentent de s'opposer à l'Assemblée. Alors, il faut un peu plus que ça, quand même. Oui, d'accord. Ils appellent à aller dans la rue, etc. Enfin, c'est pas LFI qui envoie les gens dans les rues. Non, mais comme Jean-Luc Mélenchon a théorisé la conflictualité depuis des années. Donc, ce climat à l'Assemblée nationale, c'est aussi sa stratégie, sa décision. Oui, mais la conflictualité en démocratie, c'est sain. Moi, je trouve que c'est sain. C'est très bien. Et elle est organisée. Et puis, à l'Assemblée, on a eu beaucoup d'épisodes. Pour vous, ça ne libère pas? Par exemple, on voit des permanences d'élus qui ont soit voté au Sénat pour la réforme des retraites, soit qui n'ont pas voté, qui ont rejeté la motion de censure. Là, il y en a eu encore à Amiens pour un élu LR, à Reims pour un élu Horizon. Voilà, leurs permanents, leur taguer, attaquer. Bon. Bien sûr. Non, mais la nuance que j'exprime, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup plus d'effets. Moi, je considère, à titre personnel, que cette réforme est à la fois la méthode et le contenu est une brutalisation du corps social. Et ça va encore plus loin à cause de ce fameux 49.3 dont on parle depuis plusieurs jours. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus ça qui crée des réactions dans la société qu'on peut ne pas partager, plutôt que d'aller chercher les oppositions. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la responsabilité des femmes et des hommes politiques, c'est quand même de maîtriser leurs paroles et de ne pas appeler forcément à la violence. Donc, et j'ajoute, pardon, je termine juste d'un mot, c'est très intéressant ce qui a été dit sur le fait qu'elle ne répond pas sur les violences policières. Elle va plus loin. Elle dit « je leur rends hommage ». Parce qu'on voit bien que la dernière ligne qui reste en fait face à ce corps social qui réagit d'une manière qu'on peut parfois contester, à juste titre, eh bien, la dernière ligne, c'est l'appareil répressif. En fait, chez les Gilets jaunes, c'est ce qui s'était passé. Le rôle de la Première ministre, alors qu'il y a 65 policiers et gendarmes qui ont été blessés, c'est quand même son rôle de rendre hommage aux forces de l'ordre. Ou alors... et toutes les brutalisations qui ont été documentées. Et on sait même les chercheurs les plus modérés qui travaillent depuis des années sur le phénomène des violences policières sur le maintien de l'ordre, ne cesse de dire qu'il y a un problème. Même les anciennes de BFM TV, on ne peut pas dire qu'ils sont anti-pouvoir, qu'ils sont comme Mediapart tout le temps à chercher, à critiquer. Je veux dire, même eux constatent qu'il y a un énorme problème. Même Macron l'avait reconnu. Il avait parlé du mot sur Instagram, ou je ne sais plus, sur Brut, de violence policière. Polémique, oui, tout à fait. Mais si on prend un tout petit peu de recul, et puisqu'on parlait des Gilets jaunes, il y a eu quand même ce précédent. C'est-à-dire que les Gilets jaunes est arrivé à cette violence terrible en décembre 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une enveloppe quand même délivrée. Et ce n'est pas une petite enveloppe qui a été délivrée. Ça a été plus de 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat en réaction. Et il y a eu exactement la même chose, c'est-à-dire je ne vois pas le problème, je continue avec ma taxe carburant jusqu'à ce qu'il y ait ces violences. Et quelque part, ce message, il est passé, c'est-à-dire je deviens visible que quand je commence à m'attaquer aux élus. Ce qui est terrible, ce qui est terrible. Non, mais c'est très intéressant. C'est terrible, parce que c'est un précédent qui est terrible, en fait, de dire il y a cette possibilité-là. Il faut pouvoir... Moi, il y a juste un élément que je trouve
trouve à discuter, c'est que Emmanuel Macron, cette réforme, il la voulait, mais il la voulait pas forcément dans cet objet-là. La première réforme qu'il avait souhaitée, c'était une réforme à points, beaucoup plus ambitieuse. De 64 ans venait beaucoup plus d'Édouard Philippe, qu'il a remis sur la table pour séduire la droite, mais c'était pas forcément. Donc il y avait moyen de rediscuter. Il y avait moyen de rediscuter cette ambition du projet de réforme de retraite. Un mot là-dessus. Alors, pour conclure ce chapitre. Peut-être deux aspects. Le premier aspect, c'est de rappeler que quand même Laurent Berger et Philippe Martinez, depuis quelques semaines, disent on n'est pas en train de souffler sur les braises, on est en train de chercher à éviter qu'il y ait un embrasement trop important du pays. Donc il y avait déjà cette interrogation qui existait avant, et je crois qu'on l'avait déjà dit sur ce plateau en disant on ne sait pas ce qui se passera après, et il y a un risque en fait que ça échappe aux organisations et aux confédérations syndicales. Donc on a vu ce qui se passe depuis jeudi dernier, on verra ce qui se passera jeudi alors que c'est l'appel des organisations et des confédérations syndicales. Et puis le deuxième aspect, c'est d'un point de vue d'opinion. On a fait une grande enquête il y a quelques semaines pour Challenge sur le rapport à la démocratie des Français. On a un tiers des Français qui déclarent qu'ils comprennent le fait qu'il puisse y avoir des violences qui soient exercées et que ça monte à 1 jeune sur 2 âgé de moins de 35 ans et 1 sympathisant La France Insoumise sur 2 qui dit d'une manière générale qu'ils comprennent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils cautionnent ou qu'ils sont favorables. Ce n'est pas une légitimation, c'est une compréhension. C'est une forme de compréhension. Mais en tout cas, ce n'est pas une condamnation ferme de la part de ces franges de population. Et ça, c'est nouveau ? À ce niveau-là, c'est nouveau. Et il y a, d'une manière tendancielle, une baisse de la confiance à l'égard des responsables et des acteurs politiques et une interrogation sur le fonctionnement de notre démocratie, cette capacité à pouvoir être un relais de la colère sociale. Allez, il nous reste un dernier chapitre et moins d'une dizaine de minutes dans ce débat. On va parler des Républicains, le parti LR avec Quentin Calmet qui est juste derrière le rideau magique de Sens Public. Bonsoir Quentin, bienvenue. Nouvelle crise interne évidemment chez LR. Je l'ai dit tout à l'heure, 19 députés qui ont voté en faveur de la motion de censure. Comment s'est passé le jour d'après ? Eh bien, la première étape, c'était un conseil stratégique qui avait lieu au siège du parti ce matin, autour de la table de nombreux cadres du parti et le journaliste de Marianne, Jules Pécnard, qui nous raconte un peu les échanges. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qui dit quoi autour de la table. Regardez, Éric Ciotti, on avait l'opportunité historique d'être la boussole du gouvernement. Michel Tabarot, une députée, qui dit il y avait une vraie fracture au sein du groupe de l'Assemblée, on s'est ridiculisé. Plus tard dans la réunion, Bruno Retailleau, qui dit on ne doit pas mettre la poussière sous le tapis, on est trop faible pour se diviser, et qui s'adresse à Éric Ciotti, Bruno Retailleau, et qui dit tu n'as fait aucune erreur depuis le début. Ce à quoi Éric Ciotti commence à s'en prendre à Aurélien Pradié. Est-ce que tu es encore avec nous ? Et ça, c'est toute la question qui restait en suspens. On a eu une confirmation plus tard dans la journée. Pradié a affirmé qu'il souhaitait rester au sein des LR malgré tout. C'est ce que nous a indiqué une sénatrice proche d'Éric Ciotti qu'on a eu au téléphone. Alors justement, il y a eu ensuite plusieurs étapes, notamment au Parlement. Les sénateurs LR étaient réunis ce matin et ils ont évoqué ce cas Pradié. Exactement. Parmi ceux qui ont bien voulu répondre à nos journalistes qui leur ont tendu des micros, on entendait la volonté de tourner la page Pradié. Écoutez par exemple Marc-Philippe Daubresse. Un certain nombre de nos collègues députés ont fait passer des considérations personnelles, voire de buzz personnel par rapport à un intérêt général, à des positions que nous défendons depuis des années. Est-ce qu'il faut pour autant les exclure ? Je pense qu'il faut commencer par clarifier une ligne des Républicains, clarifier des règles du jeu, et ensuite on pourra appliquer des règlements. Quand quelqu'un fera un tacle, on pourra siffler un pénalty. Thomas, il faut le dire aussi, il y a un autre argument massu. Les frondeurs chez les LR autour de Aurélien Pradié, ils représentent pas moins d'un tiers de l'effectif total du groupe à l'Assemblée nationale. Difficile de se couper d'un tel nombre de députés, mais on l'entend, certains LR appellent à éclaircir leur ligne politique. Éric Ciotti les a entendus, il va lancer un grand débat de refondation des Républicains, a-t-il dit ce matin après le Conseil stratégique. Et il y a d'autres LR qui s'imaginent aller plus loin dans le rapprochement avec la Macronie. Oui, peut-il y avoir une recomposition avec les LR, et si c'était la solution pour LR afin de revenir en quelque sorte au pouvoir d'une certaine façon, c'est effectivement ce que nous ont dit certains sénateurs, mais il faudrait un cadre très précis. Écoutez le sénateur François-Noël Buffet. Si la situation, mais ça dépend beaucoup de la situation, un jour devait amener à cette idée-là, ça doit être fait en toute transparence et sur la base des idées qui sont les nôtres. Ça peut être qu'un contrat. C'est une forme contractuelle, un peu à l'allemande, mais ça peut pas être autrement. Sommes-nous dans ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, si, par hypothèse, il fallait imaginer une situation de cette nature, ça peut être qu'un contrat à l'allemande, un contrat de gouvernement qui soit large.
Voilà Thomas, on le voit le jour d'après chez les Républicains, c'est la carte de l'apaisement pour ne pas aller vers une scission et des réflexions sur l'avenir de leur famille politique. Merci beaucoup Quentin Calmet. Sophie Cognard, je viens vers vous sur ce contrat de gouvernement à l'allemande. Je reprends les termes du sénateur Buffet. Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas exactement dans notre culture politique, mais surtout, est-ce qu'on peut imaginer ça au sortir d'une telle séquence avec un parti LR aussi divisé et affaibli ? C'est un vrai problème, et d'ailleurs, le fond de la question, c'est aussi quand même qu'il y a 19 députés LR qui ont voté contre un texte LR. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais à peine. C'est-à-dire, en tout cas, un texte sénateur LR, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même une situation un peu improbable. Certes, ils ont voté au-delà du texte pour exprimer une certaine défiance vis-à-vis de l'exécutif. Mais tout de même, c'est quand même assez étonnant de voir, puisqu'on parle beaucoup de bras d'honneur en ce moment, on est encore dans une sorte de bras d'honneur fait par 19 députés LR aux sénateurs LR qui avaient réécrit le projet. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, le pacte républicain ou le compromis à l'allemande, il y a 1000 façons de l'exprimer. Moi, j'aimerais voir sur quelle base. Encore une fois, revenons à l'Assemblée nationale, car c'est là où est le problème. Au Sénat, on voit bien que des majorités texte par texte sont trouvables avec les sénateurs LR. La démonstration en a été faite avec la réforme des retraites. Mais à l'Assemblée nationale, on parlait de la zadisation menée par LFI. Le groupe LR est aujourd'hui totalement zadisé aussi. Donc, avec qui vous faites un contrat de gouvernement ? Du côté de la majorité et de l'exécutif, c'est un peu compliqué de signer avec des partenaires qui n'ont pas montré leur fiabilité. Et du côté de LR, eh bien, ça veut dire effectivement se couper un bras en se disant qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça avec notre majorité, mais la majorité de quoi ? C'est-à-dire aujourd'hui les 2/3 d'un groupe, avec d'un autre côté les frondeurs, entre guillemets, il faut bien les appeler comme ça, qui ont... moi, ça m'amuse beaucoup quand j'entends dire oui, non, mais il faudrait déjà poser des règles, donc ensuite, quand ils les franchiront, eh bien, on pourra les sanctionner. Mais le problème n'est pas là. Les lignes rouges, elles étaient posées. Signer la motion de censure du groupe Lyotte, c'était une ligne rouge. Voter celle du Rassemblement national, 3 députés quand même. Enfin, c'était inimaginable il y a encore quelques temps. Donc, le franchissement de ligne rouge, c'est fait. Et puis, sans sanction derrière, parce que le parti s'affaiblirait trop. Parce que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est pas juste se couper un bras, mais c'est se couper plus que ça. Fabien Escalona, votre analyse de la fragilité LR, parce que c'est quand même aussi l'un des constats qu'on doit faire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, on dit souvent la vie politique, elle est un peu structurée en 3 pôles. Vous savez, on a beaucoup dit ça, entre la gauche rouge-verte, la Macronie, la droite radicale. LR, c'est un parti déchu qui est tiraillé entre ces pôles, qui a du mal à trouver sa place, et on en a là l'illustration. Moi, dans le bouquin, je défends la proportionnelle. Je dis au moins avec ça, chacun se bat sur ses couleurs au premier tour, et puis ensuite justement, on a la recherche d'un contrat de gouvernement. Alors c'est peut-être pas dans notre culture, en tout cas sous la 5e, parce qu'on a connu d'autres régimes avec parfois quand même des résultats, pas que de l'instabilité. Donc il y aurait moyen de faire autrement, et à mon avis, ce serait souhaitable pour justement la stabilité du pays et pour des vrais compromis, parce qu'on voit bien là que ces soi-disant institutions stables qu'on nous vante, là, elles produisent pas des résultats très probants. Allez, on est quasiment à la fin du débat, mais il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, c'est celui de Laurent Wauquiez. Parce qu'il avait une stratégie, alors on l'a quasiment pas entendu depuis des mois, il y a une stratégie d'attente. Mais là, la situation, est-ce qu'elle peut l'obliger à accélérer dans sa stratégie ? Il a bien appliqué la stratégie d'attente. En tout cas. Ça, on est d'accord. Et puis surtout pour récupérer quel parti, un parti dans quel état, et d'autant plus que quand on analyse les résultats, parmi les 19 députés qui ont voté la motion de censure, il y en a un certain nombre qui sont considérés comme étant proches de Laurent Wauquiez. Alors après, est-ce que c'est un jeu de billard à plusieurs bandes en se disant il faut faire tomber le gouvernement et dans ce contexte-là apparaître comme étant le sauveur ? Personne ne peut savoir tant que Laurent Wauquiez ne s'est pas clairement exprimé. D'une manière ou d'une autre, oui, il va être amené forcément à prendre la parole et à donner sa position. On sait qu'il était favorable à la réforme. On sait que globalement, les messages qu'il faisait passer étaient plutôt un vote en faveur également de la réforme. Après, chaque député regarde également ce qui se passe dans sa circonscription, écoute ses électeurs, regarde
dans le rétroviseur le vote au cours de la dernière élection législative dans leur circonscription. Ils peuvent se dire que leur propre intérêt, en dehors de l'intérêt du parti, c'est peut-être soit de voter contre le gouvernement, soit éventuellement on les appelle de s'abstenir. soit les auto-entrepreneurs, ces députés, soit les frondeurs. Mais je pensais à l'appellation frondeur qui, quand même, la droite s'est beaucoup moquée de François Hollande à l'époque où il avait les frondeurs. Donc entendre ça, pour eux, ça doit faire mal à leurs oreilles. Et puis, la situation aujourd'hui est malgré tout intéressante parce qu'on se rappelle que la stratégie d'Édouard Philippe, c'était d'affaiblir durablement la droite. Et il disait, je sens que la poutre travaille encore. Alors là, peut-être qu'elle a travaillé un peu trop fort. Ouais, c'est ça. C'est qu'il n'a plus d'horizon national. Quand c'est les circonscriptions qui comptent le plus et qu'il n'y a pas moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est bien la preuve que il manque. Ce parti a changé de statut. On peut dire ça du Parti socialiste aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, évidemment. La tyrannie de la médiocrité, Sophie Coignard, un livre qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Et puis Fabien Escalona, Une République à bout de souffle, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci encore.